Coucou tout le monde, moi c'est Aurélie, alias Knit and Read. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce troisième podcast tricot. Le dernier que j'ai posté, c'était à la rentrée au mois de septembre. Et depuis ce moment-là, donc on est parti au Québec, on est revenu hier. Donc si le podcast est décousu, c'est pas juste parce que je suis rouillée après plusieurs mois sans filmer, c'est aussi parce que je suis encore un petit peu dans le jet lag. Donc je m'en excuse, mais il faut que je filme aujourd'hui parce qu'après on a le réveillon et après je reprends le boulot, donc ça va devenir très compliqué. Pendant l'automne, j'ai beaucoup tricoté. Ça a été une période un petit peu difficile pour moi. Je vais pas entrer dans les détails, hein, rassurez-vous, je vais pas vous bassiner avec ma vie. Simplement, sachez que voilà, durant cette période, j'ai énormément tricoté. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il y a des projets qui étaient prévus, donc, que j'avais évoqués lors de mon dernier podcast, et puis il y a des projets qui sont venus s'incruster sans crier gare. Donc voilà, je vais pouvoir explorer tout ça avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans mon tag tricot, qui est la dernière vidéo que j'avais publiée cet automne, j'avais évoqué la possibilité de diversifier un petit peu ma chaîne en français. Je pensais vous faire éventuellement des tutos de maquillage, etc. Et puis finalement, pour aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de mon obsession pour Star Wars. Donc ce sera la dernière partie de ce podcast et je vous indiquerai en bas à quel moment ça commence pour ceux que ça intéresse pas. Ou au contraire, ceux que ça intéresse qui veulent faire un saut directement. Voilà, je vous parlerai de ma lubie Star Wars, de mon histoire avec cette franchise. Et donc, j'aurai pour m'accompagner aujourd'hui mon petit porg qui est venu agrandir la famille à Noël. Voilà. Parce que mon entourage, forcément, connaît mon obsession pour Star Wars. Et subit plein fouet la crise, la phase Star Wars que je traverse en ce moment-là. Donc, voilà. Il faudra compter avec notre petit camarade voilà, jusqu'à la fin de cette vidéo. Et donc, vous verrez que au-delà de mon obsession pour Star Wars, il y a une autre raison pour laquelle ce podcast vous invite à me rejoindre du côté obscur. Voilà, donc j'y reviendrai notamment dans la section consacrée aux objets finis. Et écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Hein. Voilà, donc on passe aux objets finis. Alors, comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai pris des notes, j'ai écrit un script pour cet épisode parce que j'ai peur de laisser des informations de côté, en sachant que, encore une fois, je mets toujours mes fiches Ravelry à jour. Notamment pour ce qui est des quantités de laine utilisées, des qualités de laine utilisées et puis des modifications effectuées. Donc, si jamais je laisse quelque chose de côté, ce sera sur les fiches Ravelry. Là, je suis juste en retard pour ce qui est de la prise de photo. Il faut vraiment que je me bloque 1 heure pour prendre les projets en photo. Mais ça va bien, j'y travaille. Voilà, donc au niveau des projets finis, le premier que je voulais vous présenter, c'est le bonnet Galway. Donc c'est un patron de l'échappe Hélène dont j'avais parlé en détail lors de mon deuxième épisode de podcast, puisque j'avais réalisé le bonnet de mon épouse pour le Québec. Et j'ai fait le mien, le voilà, donc je vais vous le passer. Alors, il n'y a pas vraiment de sens, hein, puisque j'ai tricoté en circulaire. Donc le voilà, mon petit bonnet Galway qui est venu au Québec, hein, qui m'a bien servi au Québec, sauf pour certaines activités où là il fallait carrément la cagoule, le casque, je pense notamment à la motoneige. Mais aussi au chien de traîneau, il fallait la cagoule en plus du bonnet, sinon c'était infernal. On a eu des journées à moins 22 degrés, on y allait pour ça, hein, donc je me plains pas, c'était vraiment super, mais du coup j'ai apprécié ce bonnet, mais lui tout seul ça suffisait pas, il faisait vraiment trop froid. Donc le patron du Galway, de l'échappe Hélène, qui est un patron que j'aime beaucoup. Donc je vais en faire d'autres. Hein. Là, finalement cet automne, j'ai pas pu tricoter pour toute la famille, hein, comme j'avais menacé de le faire dans mon deuxième podcast. Finalement, j'ai fait le bonnet de ma femme, donc qui était fini en septembre, et j'ai enchaîné sur le mien. Donc ça, c'est le premier projet fini
j'ai terminé. Attendez, voilà. Donc, ce qui est très curieux avec le Galway, donc là vous voyez pas trop avec le pompon, mais c'est qu'en fait vous avez des diminutions assez drastiques en haut qui lui donnent cette forme un peu presque oreille, voilà, vous avez bien, oreille de chat, vous voyez. Il est vraiment très très incurvé vers l'intérieur au sommet. C'est pas du tout une couronne plate, régulière, etc. Ce qui fait que ça lui donne une forme un petit peu bizarre. Alors, je vais peut-être le passer plutôt en mettant les oreilles de chaque côté. Vous voyez là, c'est... Voilà. Donc alors c'est vrai que moi j'aime pas les pompons en général. Mais là j'avais très envie d'un pompon avec ce bonnet. Donc c'est un pompon que j'ai acheté sur le site de Rascol. Hein. Là on a une lumière qui est assez dégueulasse. Bon c'est une lumière froide d'hiver, hein, donc on va faire avec. Vous le voyez blanc, mais en fait il est rose poudré. Voilà, pour info, il est rose poudré. Pour aller avec donc ce rose magnifique, hein, ce coloris bois de rose de la qualité Gilliatt d'Erirum Natura, qui était déjà la qualité que j'avais utilisée pour le bonnet de mon épouse, et qui, je confirme, hein, se prête vraiment bien à ce patron, comme l'avait déjà souligné Tiffaine de Bibidiba Bidibou. Voilà, donc je vous renvoie pareil vers mon deuxième podcast pour les détails. Donc j'aime beaucoup ce patron, contrairement à la version que j'avais fait pour mon épouse. Là j'ai vraiment suivi, j'ai vraiment fait le nombre de répétitions de motifs indiqués dans le patron pour les bonnets de femmes. Et j'imaginais qu'il serait plus slouchy que ça. En fait, il n'est pas aussi slouchy que je l'imaginais. Donc je pense que si je devais m'en refaire un, je ferais carrément le nombre de répétitions qui sont indiquées pour les bonnets hommes. Voilà, sans pitié. La prochaine fois que je me ferai un Galway, c'est comme ça que je vais procéder. Donc la laine, après l'avoir portée pendant tout le séjour, elle est sèche mais elle gratte pas. J'ai eu aucun problème. Mon épouse qui est plus sensible à la laine, qui va faire des réactions plus rapidement, l'a très bien supporté aussi, y compris sur ses cheveux courts. Elle l'a bien supporté. Ça tient chaud. Donc à part si vous êtes vraiment dans une température extrême, il y a eu des jours, par exemple à Montréal, on était autour de 0 degré, le bonnet ça a largement suffi, hein, c'était très très bien. J'avais pas expliqué la dernière fois, mais la méthode de montage que j'utilise, c'est pas du tout celle qui est indiquée dans le patron. C'est la méthode de montage élastique que je préfère, l'alternative au Alternate Caston. Donc je vous remettrai le lien vers la vidéo en bas, en sachant que comme je l'utilise tout le temps, bah, en gros, je l'indique dans chacune de mes vidéos et aussi sur le descriptif, les notes Ravelry. Donc c'est un montage qui est très élastique, qui fait un rendu un petit peu irrégulier, un petit peu fluffy comme ça. Moi j'aime beaucoup. Donc bah écoutez, ce bonnet, ce patron, je vous le recommande. Donc encore une fois, j'avais insisté là-dessus dans mon épisode précédent. Le patron pour un bonnet est un petit peu cher, mais vous allez le tricoter 3-4 fois, vous allez l'amortir et il est vraiment top. Les torsades sont vraiment très très sympas. Vous avez vraiment plusieurs sortes de torsades. Hein, comme une tresse ici avec une maille glissée, hein, toute bête. Donc vraiment c'est super. Moi j'adore faire les torsades. Depuis que j'ai trouvé une technique facile pour faire les torsades, une petite astuce. Donc là pareil, je vous mettrai la vidéo vers mon tuto dans la barre d'infos si vous voulez trouver une astuce pour faire des torsades sans vous galérer avec une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade. Bah écoutez, je vous invite à aller regarder le petit tuto. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce bonnet, hein, parce que j'étais vraiment entrée dans les détails dans l'épisode précédent. Donc voilà, là c'est juste... il revient du Québec, il a survécu au voyage et il a été très sympathique. D'ailleurs, plusieurs personnes ont voulu me le piquer pendant le séjour. Donc si vous tricotez le Galway, faites gaffe, le laissez pas traîner. Alors, ensuite, autre projet fini, qui a été un projet en cours de longue haleine, hein, dans l'épisode précédent, je reviens tout de suite. Alors, c'est le gilet Reason que j'ai tricoté pour mon épouse. Donc, je l'avais commencé en juin. Et le voilà terminé. Alors moi, je vais pas le passer, hein, je peux pas le porter pour vous parce que je suis trop rondouillette. Moi, ça va pas être joli. Et puis l'idée, c'est pas de détendre le pull qui va très très bien à mon épouse. Hein, elle en est vraiment ravie. Donc la dernière fois que je vous l'ai présenté, il était un petit peu au dodo parce que je m'étais un petit peu lassée de tricoter du fingering. J'en avais un petit peu marre.
Et puis, je me suis botté les fesses, hein, je me suis dit: «Bon écoute, à un moment donné, c'est un gilet d'automne, ça faisait un moment que je lui promettais, donc je l'ai fini». Alors mon inquiétude, dans l'épisode précédent, c'était de pas avoir assez de laine pour faire la longueur que ma femme m'avait demandé. Elle voulait vraiment que ça lui couvre la taille et le haut du bassin. Et je pensais ne pas avoir assez de laine pour les manches. Et puis finalement, j'ai eu assez de laine pour faire des manches, vous voyez, qui lui arrivent à peu près au coude. Donc elle, comme elle n'est pas frileuse, contrairement à moi, c'est une longueur qui, pour la mi-saison, si tant est qu'on puisse encore parler de mi-saison avec la météo qu'on a maintenant, mais pour la mi-saison, ça lui va très bien. Dans son boulot, elle s'active parfois pas mal. Donc voilà, mi-longueur, finalement, cette longueur de manche, elle, ça lui convient tout à fait. Donc je reviens un petit peu sur les éléments que j'ai bien aimés. Donc la construction, très très sympa. Le point texturé qui est juste mais tellement beau. Alors surtout avec cette laine. Donc c'est de la vilaine en fingering très retordue dans le coloris du piment dans le chocolat. Et voilà, ma femme l'aime beaucoup. Elle l'a déjà porté plusieurs fois. La longueur lui tombe nickel. Aux épaules, elle a les épaules assez carrées, mais ça lui va très très bien. Ça tombe nickel au niveau du raglan. Ça, c'était une autre inquiétude que j'avais. Bon, après, elle l'a essayé plusieurs fois en cours de réalisation, donc voilà. Mais après, avec le blocage, on ne sait pas toujours, etc. J'ai pas fait de blocage agressif. En gros, je l'ai posé à plat, bien bord à bord, pour qu'il sèche sur le tapis de blocage. Et ça a suffi, hein. Je voulais pas trop tirer dessus. Simplement juste en bas pour que ça tombe bien droit. Mais voilà. Donc, écoutez, ce patron, moi j'en suis très contente. Ma femme aussi, ce qui était le but du jeu. Encore une fois, c'est un gilet qu'elle aime beaucoup. Moi, je compte m'en faire un au printemps. J'ai déjà la laine. Bah oui, hein, on est cinglé ou on ne l'est pas. Alors attendez, faut juste que je la sorte. Donc moi, je vais me le faire dans le coloris. Pardon pour les bruits plastiques. Moi, je vais me le faire dans le coloris Teacup de Hedgehog. Voilà, en skinny single. J'aurais préféré un retordu, mais il y en avait plus sur laine et tricot quand j'ai acheté cette laine. Je pense que dans ce... ouais, avec cette lumière, c'est pas terrible. Je pense que dans ce coloris, ça va vraiment être très très sympa. Et du coup, plutôt un gilet printanier, là où ma femme a eu droit à un gilet automnal. Mais donc du coup, voilà, celui-là, je l'ai fini au mois d'octobre, ce qui fait que pour le pseudo-automne qu'on a eu, elle a pu en profiter. Voilà, donc moi, c'est un patron que je ne peux que vous recommander. La laine aussi est très sympa. Alors, juste une petite remarque que j'avais oublié de faire dans mon podcast précédent. Moi, quand je tricotais ce pull, j'avais toujours les mains rouges. Et mes petits pandas Ayaya, mes protèges aiguilles aussi, avaient le cul tout rouge en restant dans le sac à projet avec cette laine. Donc je pense que le pigment rouge que Marion, que Vilaine a utilisé, dégorgeait un petit peu sur mes mains. Par contre, au blocage, j'ai mis une bonne dose de vinaigre blanc et il ne l'a pas du tout dégorgé. Et ma femme l'a porté plusieurs fois, comme je vous le disais. Et même avec la transpiration, etc., elle n'a pas noté de fuite de la couleur rouge. Donc je pense que c'était peut-être avec ma transpiration au moment de le tricoter, essentiellement. Surtout que j'en avais tricoté une bonne part cet été durant la canicule, donc je pense que ça a joué. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre cette laine, cette teinte si vous le trouvez. Je crois que Marion le fait plus, mais dans un des stages, moi c'est le cas, hein, j'avais acheté cette laine dans un des stages. N'hésitez pas à le prendre parce que c'est vraiment un très très joli marron. Les insertions de rouge sont vraiment très très belles. Et elle est super nuancée, même avec un point texturé comme ça. C'est vraiment super. Donc un projet dont on est toutes les deux ravies et que je ne peux que vous recommander. Alors, ensuite, il y a d'autres projets finis dont je vous avais pas parlé. Je vais garder le côté obscur pour la fin de cette section. On va essayer de procéder par ordre d'idée. Donc le troisième projet que je voulais vous montrer, c'est un autre gilet. C'était mon boulet depuis un an que j'ai évoqué pareil dans le tag tricot. Ce gilet, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein. Si je me lève peut-être, non. Je vais devoir vous le montrer comme un châle, hein, je suis désolée.
Donc c'est un gilet bergère de France. Voilà. Un gilet ultra ample, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et les manches ici. Donc c'est un projet que j'avais commencé l'année dernière. Et puis qui est resté dans mon tiroir au boulot pendant des mois sans que je le touche. Parce qu'en fait, comme c'est un patron bergère de France, qui est très sympa hein, par ailleurs, hein, mais c'est un patron avec des pièces qu'on doit assembler. Vous voyez, donc il a fallu faire une multitude de coutures. Hein, je vous la montre. Ouais, elle est pas si dégueulasse que ça, ma couture. Je suis agréablement surprise parce que j'ai galéré. Là, on la voit bien forcément hein, parce que j'ai tricoté les pièces séparément, comme le recommandait le patron. Et j'ai travaillé avec de la Fonty, la laine de mohair. Attendez, il peut m'en rester. Ah, la fille qui a scripté son truc et puis qui n'a pas sorti les pelotes, hein, bien sûr. Voilà. Donc l'essentiel du corps est tricoté avec la Mambo de Fonty dans ce coloris marron. Attendez, je sens la fiche du projet. Ça vaut le coup de scripter. Hein. Ouais. Alors, mon gilet, il est où? Voilà. Il est là. Donc, voilà, ça c'est la Mambo de Fonty, coloris 708. Pour ça je ne l'ai pas retenu en fait, c'est un numéro. Donc c'est ce marron, voilà. C'est une laine de composition 70% kid mohair, 25% laine et 5% de polyamide. Donc ils ont bien fait de mettre du polyamide parce que ça lui donne une certaine tenue. Et oh, ça gratte. Excusez-moi, vous savez ce que c'est. Et donc, pour certaines parties du gilet, je vais y revenir en détail, on la tricote avec une laine brillante. Donc dans le patron Bergère de France, évidemment, on recommande des qualités, ses propres qualités de laine. Moi, j'avais de la fil d'art, fil diamant. Alors, ce coloris-là, c'est le coloris 03 cuivre. Alors, qui est un petit peu plus beige que ça. Hein. Là, malheureusement... Oh non, avec cette lumière, vous le voyez pas tout à fait beige. Donc là, pareil, il faut que je prenne des photos pour compléter ma fiche Ravelry. Donc voilà, ça c'est les deux qualités que j'ai travaillées pour ce projet. Voilà, bouger. Donc, on les tricote ensemble, ces deux qualités, pour les manches. Ça se voit pas trop. Et pour toute la bordure, donc l'encolure et les côtes en bas. Donc en vrai, ça se voit. Hein. Ça se voit qu'on les tricote ensemble. Il y a vraiment une différence entre les parties où ce fil d'art, donc brillant, est présent, et le gros du corps qui, lui, est fait uniquement avec la Fonty, donc avec la laine mohair. Donc ce sont deux qualités de laine que j'ai pris plaisir à tricoter. Alors la diamant, je la connaissais déjà, je l'avais déjà utilisée pour mes premiers projets fil d'art. La Fonty, c'est Martine de la boutique Café Olène que j'avais évoquée dans mon tag tricot, donc, qui se trouve pas très loin de chez nous en Seine-et-Marne, qui me l'avait recommandé. En fait, j'étais allée acheter autre chose, une autre laine, et elle était en train de faire une étole avec cette laine, et j'ai trouvé cette couleur tellement belle que j'ai acheté des pelotes pour faire un gilet. Voilà. Donc on tricote les pièces séparément, comme je le disais, et ensuite on fait les coutures. Et moi, évidemment, étant une vraie feignasse hein, devant l'éternel, faire les coutures, ça me saoulait. Donc en fait, j'avais tricoté super vite, j'étais à fond, en plus c'est du jersey en droite, ça va vite, hein, même à plat, voilà. Et puis au moment de faire les coutures, je me suis complètement déballonnée. J'ai tout fourré dans le tiroir de mon bureau en me disant pendant la pause déj, voilà, je tricoterai ce truc là, enfin je ferai mes coutures et tout. Et puis bien sûr c'est resté pendant presque un an.
dans le tiroir du bureau, j'ai été happée par d'autres projets, j'avais la flemme de le ressortir. Je me dis là quand même à un moment donné, ça traîne, c'est dommage. C'est un gilet en plus dans la saison où on va peut-être en avoir besoin, donc j'ai repris mon boulet et je l'ai terminé. Alors, le seul truc dont je suis pas complètement satisfaite au niveau de ce projet, c'est cette grosse couture là que vous avez ici. Oui, parce que je n'allais pas faire la bordure à part et ensuite la coudre le long du corps, hein. Évidemment, j'ai relevé les mailles, c'est déjà assez chiant comme ça. Et j'ai fait la bordure sur mes câbles. Évidemment, je ne pouvais pas faire tout le tour, vraiment l'intégralité de la bordure en une seule fois. J'avais peur que ça tire trop et que du coup le gilet repique, vous savez, que ce soit pas joli. Donc je l'ai fait en 2 temps, mais à la jonction entre les 2 sections de bordure, j'ai fait une couture qui est pas très heureuse. Mais comme elle est sur l'épaule, je pense que en marchant vite, ça se verra pas trop, hein. Et puis pareil pour les manches, dans le patron, il recommande de les tricoter à plat. Vous vous doutez bien que j'ai relevé les mailles ici et que j'ai tricoté en circulaire. En Magic Loop, faut pas déconner. Ah non, quoique c'était pas en Magic Loop, c'était avec mes Aya 23 cm. Voilà. Et pour la finition au niveau des manches et au niveau de la bordure, j'ai pas rabattu les mailles comme elles se présentaient. J'ai fait un lace bind off qui est ma méthode de rabattage élastique préférée. Voilà. Donc écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet. J'aime beaucoup la laine. Encore une fois. Au départ, je pensais tricoter pour moi, puis finalement, je pense que ça va être un cadeau pour un membre de ma famille, à qui ça fera très plaisir, à qui ça tiendra bien chaud cet hiver. Je pense que la personne pourrait même aller au Québec avec pas de problème. Voilà, donc un projet au long cours qui est enfin terminé. Je l'ai pas bloqué parce que je pense que c'est pas nécessaire. La personne le lavera à la main quand il sera temps de le faire. Parce que là, il se tient bien. Je pense que c'est la quantité de laine aussi, le poids qui fait qu'il se tient bien et la présence de couture, hein, on va pas se mentir. Le fait de coudre les tricots, surtout les gilets, les pulls, etc. en plusieurs morceaux et ensuite les tricoter en plusieurs morceaux et ensuite de les coudre, bien évidemment, ça renforce la structure et ça fait qu'ils se tiennent mieux, hein. Même si on a la flemme de faire les coutures, ça présente certains avantages, surtout sur des pièces comme ça où on est quand même sur un poids de laine important. Voilà, donc ça c'est le deuxième gilet. Bye bye le boulet, ça y est, il est tricoté. Bon, je ne doute pas qu'il sera remplacé par un autre boulet très très vite. J'ai peut-être déjà un candidat à vous présenter dans les projets en cours d'ailleurs, mais un autre gilet, décidément. Mais voilà, en tout cas lui c'est fini, je vais pouvoir l'offrir à une de mes tantes. Alors, on reste dans les dans les pulls, les gilets, etc. Et je vous présente le petit dernier, voilà, qui est venu se taper l'incruste dans ma ligne de projet. Voilà, mon troisième, Il Grande Favorito, qui est donc un patron bien connu d'Isabelle Kremer, une créatrice que j'aime beaucoup. Et donc c'est le troisième Il Grande Favorito que je tricote pour moi. Hein, voilà. Dans une laine fil d'art, le fil nuage, dans le coloris houblon. Donc c'est une qualité que j'avais déjà tricotée pour mon deuxième Il Grande Favorito et j'avais sans scrupule copié sur Liz Taylor, hein, qui s'était tricoté un Il Grande Favorito dans cette qualité nuage. J'avais même pris le même coloris, hein, pour mon deuxième Il Grande Favorito, qui était le coloris poudre, qui était un espèce d'abricot tirant sur le rose, etc., qui était très sympa. Je ne peux pas vous le montrer parce que il est mort dans une machine à laver que ma femme a faite. Elle a oublié de mettre le programme délicat, donc en fait, quand il est ressorti, il était feutré, tout rikiki, il est allé directement à la poubelle. Donc je peux plus vous montrer le deuxième pull Il Grande Favorito que j'avais fait dans cette qualité, mais j'avais le temps de le porter un petit peu et de prendre des photos. Donc si vous êtes curieux, je vous renvoie vers sa fiche Ravelry.
paix à son âme. Voilà. Donc, je m'en suis fait un troisième dans le coloris houblon. Qui était souvent en solde sur le site de Fil d'Art. Je sais pas trop, est-ce que c'était un coloris mal aimé. Donc c'est un espèce de kaki. Là vous le voyez pas trop mal, hein, j'ai l'impression, malgré cette lumière. C'est un espèce de kaki un peu chaud. Donc le kaki, bah, comme d'habitude, il faut faire super gaffe parce que bah, c'est un coloris qui peut très rapidement, il y a des fils partout, qui peut très rapidement vous donner très mauvaise mine. D'ailleurs on va tester cette théorie tout de suite. Je l'enfile et je reviens. Donc voilà, j'ai enfilé mon Il Grande Favorito. Alors il tombe pas encore nickel parce que comme une feignasse, je l'ai pas bloqué. J'avais autre chose à faire en partie au Québec. On a fait la valise à l'arrache, enfin une sombre histoire. Donc je l'ai pas bloqué, hein, mais bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous allez voir déjà. Attendez, je pousse la chaîne. Donc je pensais faire une version plus cropped et puis finalement bah, il me couvre la taille. Donc bah, c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Pour les manches, oui, parce que mon premier grand favorito, je m'étais fait des manches, on aurait dit que j'ai, enfin, on dirait que j'ai pleuré pour, on dirait que j'ai pleuré pour faire les manches dans le premier. Elle m'arrive là, c'est une catastrophe. C'était mon premier pull, hein, ma décharge. Donc là, j'ai pris l'extrême inverse, hein, c'est-à-dire que vraiment j'ai froid. Voilà, je peux cacher mes mains. Voilà, je vous laisse à nouveau voir comment il tombe. Voilà, donc bien bien ample. Déjà parce que je suis ronde et puis j'aime pas les pulls qui collent, donc voilà. Le coloris de ce que j'en vois là, puis je l'avais essayé déjà plusieurs fois au cours de son élaboration. Le coloris me donne pas trop mauvaise mine, ce qui est toujours compliqué. Encore une fois, c'est du kaki, en plus c'est un kaki qui est plutôt chaud. Moi, comme je l'avais déjà évoqué plusieurs reprises, ce sont les couleurs froides qui me vont, donc faut toujours que je fasse gaffe. La laine tient très très chaud. Ça, je le savais déjà parce que c'est de la laine majoritaire. En fait, c'est une composition qui est très proche de la laine à chaussettes. C'est 72% laine, 28% nylon, enfin polyamide. Donc ça tient très très chaud. C'est un fil qui est vraiment hyper bizarre. Donc je ne vais pas insister longtemps parce que Liz Taylor l'avait très très bien expliqué. C'est comme une espèce de chaînette. Ça va être le nylon et la laine est enroulée dedans et autour. Enfin, c'est super bizarre, mais par contre c'est très agréable à tricoter. C'est très agréable à porter. Alors, mon expérience avec mon précédent Grande Favorito, qui a mal fini dans la machine à laver, ça bouloche un peu. Alors, notamment, évidemment, les zones de frottement habituelles. Hein, je vous fais pas de dessin. Si vous avez un peigne ou un rasoir à laine, bah, voilà, écoutez, ça partira sans problème, hein, les bouloches. Donc, de toute façon, à un moment donné, on porte de la laine, ça va boulocher, hein, quelle que soit la qualité du fil. Donc, c'est vraiment pas un souci. Alors j'ai fait quelques modifs par rapport au patron. Alors c'est un patron qui est très bien expliqué, qui est parfait pour les débutants. C'est pour ça que le premier pull que j'ai tricoté, c'était un Grande Favorito. Et là, comme c'était mon troisième, je me sentais encore plus à l'aise pour faire des modifs, même si j'en avais fait beaucoup déjà sur le deuxième. Notamment au niveau de l'encolure. Donc si vous regardez la fiche du patron d'Isabelle Kremer, la façon dont elle le porte, c'est un col bateau, il est extrêmement échancré ici. Moi ça me plaît pas, j'aime bien quand même quand on couvre les épaules, parce que l'intérêt d'un pull c'est quand même d'avoir chaud. Donc voilà. Et puis moi je suis faite comme une poire, c'est-à-dire que ça commence bien, puis ça se gâte au niveau des hanches. Donc même si je voulais faire un corps plus court que ce qui est préconisé dans le patron, je savais qu'à un moment donné il allait falloir élargir et faire une espèce de trapèze. Ce qui fait que j'ai commencé ici avec une taille M, il me semble. Attendez, je vérifie juste. Je l'ai foutu là. Je vérifie juste quand même dans la fiche. Voilà, c'est ça. J'ai commencé avec une taille M au niveau de l'encolure. Et ensuite, progressivement, et au niveau du raglan, et à partir de la séparation des manches, progressivement, j'ai rattrapé un XL pour être à l'aise au niveau de mes hanches. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on peut tout à fait faire. Hein. Il suffit de faire les calculs et puis on retombe sur nos pattes et sur les différentes tailles indiquées dans le patron. Alors, pour le montage des mailles, ça se fait donc derrière au niveau de l'encolure. Et ensuite, petit à petit, on va agrandir ici et attaquer le raglan. J'ai décidé de monter les mailles, de faire un montage à l'anglaise, parce que je pense que très bientôt, je vais m'attaquer à un patron de Marie-Amélie.
et donc j'ai commencé à regarder, hein, je me suis un peu spoilée, j'ai dit, ah tiens, comment elle monte les mailles, etc. J'ai vu qu'effectivement ces patrons étaient un petit peu compliqués, un peu techniques, mais bon, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du tricot. Et j'ai vu qu'elle préconisait pour le patron qui m'intéresse, un montage à l'anglaise. Qu'est-ce que c'est qu'un montage à l'anglaise? Donc je suis allée regarder sur la chaîne de Knit Spirit, bien sûr, parce que c'est ce qu'on fait dans ce genre de cas, hein, quand on sait pas. Et je me suis rendu compte que ça faisait un montage hyper clean, très très sympa, etc. Je me suis dit, bah écoute, lance-toi, je vais essayer. J'ai essayé mon montage en anglaise, j'ai trouvé ça très sympa à faire, j'ai trouvé le rendu vraiment super. Et au moment de relever les mailles, donc du coup derrière, hein, au moment de relever les mailles pour faire cette encolure, oh, c'était génial. J'avais pas à me prendre la tête à savoir 3 sur 4, machin, etc. C'était tellement clean ce rang de montage que j'ai relevé mes mailles tranquille. Donc voilà, je pense que c'est une technique de montage que je vais réutiliser pour l'école, etc. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le faire pour cette petite portion derrière. Et puis pour relever les mailles, c'était super. Donc ça, c'est une des modifications que j'ai faites. Donc il y a eu le fait de commencer en M et de basculer sur du XL en arrivant à l'endroit critique, hein, c'est-à-dire mes hanches. Le montage à l'anglaise. Ensuite, au niveau des manches, je les ai faites un peu plus longues que ce qu'elles préconisaient. C'est à peu près tout. Et par contre, j'ai fait une chose qui est dans le patron que j'avais pas faite dans les versions précédentes. Alors je vais me relever. C'est cette fausse couture ici. Donc en fait une maille envers, hein, au moment où on arrive au marqueur, que j'avais pas faite dans les versions précédentes. Et là j'avais envie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, voilà, c'est les principales modifications que j'ai fait sur ce patron. C'est un patron qui se prête très bien à toutes les adaptations que vous voulez faire. Franchement, il vous donne la base. Je pense que vous le connaissez, hein, en tout cas nombre d'entre vous se sont déjà frottés et c'est vrai qu'il est très facilement adaptable, il est vraiment super. Et donc voilà, un peu en plus pour remplacer le précédent qui était toujours en vie, hein, quand j'ai fini celui-là. C'est-à-dire que j'étais en train de rentrer les fils de celui-là quand l'autre est sorti de la machine à laver dans l'état qu'on sait. Voilà, donc bon je pense en avoir 3, j'en ai que 2, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il faut que j'en tricote un nouveau. Voilà, en espérant que celui-là, ça lui porte pas mal chance. Mais a priori, maintenant, ma femme ne s'approche plus des pulls. C'est terminé, c'est moi qui fais les machines. Voilà. Donc, très contente de ce projet que j'ai tricoté très rapidement. Hein. C'est monté tout seul. En même temps, c'est du gros fil. Ça se tricote en aiguille 7. Avec ma tension, il faut que je monte à la taille 7 d'aiguille pour avoir un échantillon qui colle. Et donc, du coup, voilà, c'est monté très très vite et c'est un projet dont je suis ravie. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au moment où vous devez me suivre du côté obscur de la chaussette. Alors, comme je l'avais évoqué dans mon deuxième podcast, je me suis enfin mise à tricoter des chaussettes. Après avoir résisté pendant pratiquement 3 ans et comme je le craignais, j'ai basculé bien comme il faut, ce qui fait que j'ai plusieurs paires de chaussettes à vous montrer. Donc si les chaussettes vous bassinent, pareil, je mettrai en barre d'infos à quel moment les objets, les projets en cours commencent, si vous voulez zapper vers la section suivante. Alors, après la première paire de chaussettes que j'avais faite pour ma femme, évidemment, je me suis lancée dans le tricot de ma propre paire de chaussettes. Ah, attendez, je tourne mes notes. Voilà, les chaussettes. Alors, voilà, donc ça, c'est la première paire que je me suis tricotée. C'est bien une paire, hein, bien sûr. Bien de chaussettes. J'utilise le même patron que j'avais utilisé pour les chaussettes de ma femme, qui est le Vanilla Latte Socks de, alors j'écorche pas son nom, Virginia Rose Jeans. Donc c'est un patron qui date de 2012, qui est gratuit, hein, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Il est très sympa parce que il y a plein d'adaptations que vous pouvez faire, etc. Et puis il y a plusieurs options, hein, donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir comme ça. Pour commencer en Magic Loop, moi je l'ai trouvé vraiment, vraiment parfait. Et donc du coup, j'ai pas eu envie d'explorer d'autres patrons. Donc les autres chaussettes que je vais vous montrer, c'est le même patron. Simplement, moi j'ai fait des modifs et évidemment, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc déjà, un mot sur la laine. C'est de la laine à chaussettes.
c'est de la... Tac, tac. Voilà, c'est ça. C'est de la Bergère de France Goumi 50, qui est leur qualité de laine à chaussettes, hein, dans le coloris imprimé beige. Et donc vous voyez que ça fait à la fois des rayures et puis ces petits points là, qu'on voit mieux ici hein, du coup, sur le talon. Et moi j'aimais beaucoup le rendu, hein. J'avais vu des projets sur Raveleux, je me disais ah ça peut être sympa pour une chaussette, et même vous pouvez faire un pull, vous pouvez faire un chat, je pense que ça peut rendre quelque chose de très sympa. Alors elle est assez sèche, hein, la Goumi 50, à pas se mentir, elle est assez sèche. Pour des chaussettes, bah du coup c'est nickel. Pour un châle, faut pas que vous ayez la peau du coup trop sensible parce que ça risque de pas le faire. Je préfère vous prévenir. Hein. La technique de montage, bah, c'est ma technique habituelle, hein, donc c'est l'alternative ou alternate Caston qui a toujours ce rendu un petit peu fluffy en haut que je trouve très très féminin et elle tient bien. C'est-à-dire que les autres paires que je vais vous montrer, je les ai portées au Québec. Ça a été nickel. Ça a été nickel. Pas pour la motoneige, chien de traîneau, etc. Mais pour traîner à l'auberge, etc. Ou pour juste aller marcher dans la neige tranquille, dans les grosses chaussures de grand froid, c'était largement suffisant. Et ça a bien résisté. Donc, on fait le rang de montage. Alors elle propose un rang de montage standard. Moi, donc j'ai fait mon alternative ou alternate Caston, hein, mon rang de montage préféré. Donc je suis pas trop sortie de ma zone de confort à ce niveau-là. Ensuite des côtes de 2. Donc toute bête. Et ensuite on a donc sur la jambe ce motif. Donc je crois que c'est des côtes 6-2. Donc 6 mailles à l'endroit. 2 côtes, 2 mailles à l'envers, pardon. Donc, et c'est ce qui crée ce motif de côte qu'on va aussi reprendre sur le coup de pied, voilà, sur le haut du pied. Ensuite, une fois qu'on arrive à la cheville, on commence le talon, on fait le gousset, donc c'est vraiment la même méthode que la première paire de chaussettes que je vous avais présentée en septembre. On fait le gousset ici. Donc je vous remettrai la vidéo de Knit Spirit où elle reprend cette construction et où elle explique bien au niveau du relevage des mailles, etc. comment ça se fait. Et donc moi le talon j'ai fait du jersey en droit tout bête, mais vous avez d'autres possibilités, hein. Vous avez d'autres motifs qui sont indiqués dans le patron et je pense que vous pouvez en introduire de vous-même faire autre chose. Moi je suis restée sur du jersey en droit, pardon, parce qu'on a déjà affaire à une laine qui crée les motifs, donc je voulais pas que ce soit too much. Donc voilà. Et sur la plante du pied, bah, j'ai fait pareil, du jersey en droit. Et ensuite, pour les diminutions, bah, j'ai suivi le patron. Voilà, j'ai suivi le patron, simplement à la fin, au lieu de faire un garter stitch, moi j'ai fait un petit peu plus de diminution pour fermer bah, comme on fermerait le sommet d'un bonnet. Je sais pas si vous avez... Oh non, vous n'allez rien voir du tout, c'est une catastrophe avec cette lumière. Si, peut-être là. Non. Donc en fait j'ai attendu d'avoir 6 mailles sur mes aiguilles et là j'ai passé le fil, je l'ai rentré et voilà, fin de l'histoire. Donc bah écoutez, moi je suis très contente de ces chaussettes. Je les ai faites un peu basses sur la jambe. Moi j'aime bien les chaussettes qui montent jusqu'au mollet. Donc vous allez voir, j'ai altéré le patron pour les chaussettes suivantes, justement pour que ça adopte la forme de mon mollet. Voilà, donc ça c'est la première paire de chaussettes que je voulais vous montrer. À nouveau, le Vanilla Latte Socks, le patron, dans la qualité de laine Goumi 50 de Bergère de France. Voilà, donc la première paire de chaussettes finie, hein, parce que j'en ai toujours une sur mes aiguilles maintenant. Bah oui. Hein. Voilà, quand on bascule du côté obscur, en général, on fait pas semblant. Alors, la deuxième paire de chaussettes que je veux vous montrer, donc c'est le même patron. Et là, je suis allée à fond dans l'esprit de Noël, Jingle Bells, hein, voilà. Je voulais des chaussettes bien ringardes de Noël, un truc complètement honteux, voilà, j'adore, je les adore. Donc je les ai portées au Canada. Et elles tiennent bien chaud. Donc j'ai fait des modifications au patron, vu que je voulais qu'elle monte jusqu'au mollet et pas qu'elle s'arrête à mi-parcours. Donc il fallait que je fasse quelques modifications. Ah oui, autre chose que j'ai pas dite. Celles-ci, je les ai tricotées en aiguille 2,5.
Et moi, comme je tricote serré, forcément 2,5, pour moi, ça passe pas si je fais des chaussettes à 64 mailles. Donc là, je suis passée, j'ai utilisé dans le patron le modèle à 72 mailles, donc typiquement les chaussettes pour les garçons. Mais comme je suis en 2,5, bah, je retombais à peu près sur des chaussettes pour moi pour qu'elles maillent. Parce que la première paire que j'avais faite, c'était en 2,5 à 64 mailles. Ma femme les porte, elle les a mises au Québec. Moi, je rentre pas à mon mollet, ça passe pas. Donc là, je suis partie sur les 72 mailles en 2,5. 2,5, ça m'a un peu fait mal aux mains, ça m'a un peu gonflé. Donc, pour la troisième paire, pour celle-ci, et toutes celles qui y suivent, je suis passée à des aiguilles de 3 mm. Et donc, du coup, j'ai rebasculé sur le patron à 64 mailles. J'espère que c'est clair. Et donc, 64 mailles en 3 mm. Pour mon mollet rondouillet, bah c'est nickel. Voilà. Donc, la laine. Ah oui, la laine. Alors, tac, tac. La laine, c'est de la... Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer sur le... Ah si, vous allez voir l'étiquette. C'est de la Woolbutt dans la collection Christmas Wonderland, hein, bien sûr. Chaussettes de Noël. Je regarde s'il y a une autre indication. Non. Donc, Christmas Wonderland, en fait, ce sont des collections de chaussettes, on les achète par 3. Donc là, j'anticipe un petit peu sur la section achat, tant pis. Donc en fait, vous achetez des packs avec 3 pelotes qui fonctionnent par thème. Donc là, on est bien dans le Christmas Wonderland. Hein. Bah oui, si je vous mets sur le reflet, ça va pas... là, c'est pas mal. Donc 3 pelotes. Une pelote, vous faites deux chaussettes, hein, sans problème. Vous voyez, il me reste tout ça de la première pelote que j'ai utilisée pour faire les chaussettes dont je suis en train de vous parler. Donc vous êtes large. Normalement, vous pouvez monter jusqu'au genou là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce sont 3 pelotes que vous achetez dans un pack qui ont des motifs différents. Vous voyez que les rayures ne seront pas du tout les mêmes. Hein. Le rendu ne sera pas, même par rapport à celle-ci, hein. Le rendu ne sera pas le même. Donc moi j'aimais bien, c'était pas cher. Pour des chaussettes. La laine à chaussettes, typiquement, c'est le genre de truc, je vais pas me ruiner. Hein. C'est pas comme de la laine pour un châle ou un pull, où là, de temps en temps, on a envie d'investir, de s'acheter vraiment des très très belles laines. Là, non, là, surtout pour les laines des chaussettes de Noël, pour un gros délire comme ça, j'allais vraiment pas me ruiner. Donc voilà, mes chaussettes de Noël, pardon, je vais y arriver, dont je suis très très contente, après les avoir portées, etc. Elles sont bien ringardes comme j'avais envie. Donc, j'ai fait mon montage, hein, commencé à connaître donc mon alternative au Alternate Caston. Voilà, donc qui donne cette forme toujours, oui. En plus, on fait des côtes de 2 sur 15 rangs. Et ensuite, donc, on attaque le mollet. Et moi, en fait, pour vraiment adopter la forme ronde de mon mollet, et ensuite, j'ai quand même un minimum la jambe qui s'affine. Donc, 64 mailles en 3 mm, ce serait trop. Arriver à la cheville. Donc, ce que je fais, c'est que sur 13 cm, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Peut-être si je le mets comme ça, parce que finalement, hop. Sur 13 cm, je suis sur mes 64 mailles. Et à 13 cm, je fais des diminutions sur 3 rangs. Donc, je fais un tour, pardon. Je fais un tour où j'introduis 4 diminutions, 2 sur une aiguille et 2 sur l'autre. Un tour normal en jersey. Et encore un tour où je fais 4 diminutions. Donc, on passe de 64 mailles à 56. Et moi, à 56 mailles... et bien écoutez, je rattrape la fin de la jambe et j'arrive à la cheville et c'est confortable, ça glisse pas, c'est pas trop grand, c'est parfait. Ensuite, on fait donc le talon. Donc à nouveau, moi je l'ai fait en jersey endroit. Alors si vous voyez des ondes passer, c'est normal, il y a des pigeons, je sais pas ce qui se passe. Il y a un règlement de compte, je pense, à l'extérieur. Donc voilà, j'ai fait en jersey tout bête. Avec cette laine, encore une fois, une laine qui crée le motif, auto-oriente, etc. Je voulais pas en faire des caisses. J'ose pas dire que c'était sobre comme projet, mais c'est le motif même de la laine qui fait tout le travail, donc je voulais pas non plus en rajouter. C'est bon, je pense que au niveau encombrement visuel, on est au complet là. Ensuite, on relève les mailles, on fait le gousset ici. Et ensuite, j'ai fait le pied à ma taille, parce que j'ai pas des très très grands pieds, donc j'ai fait le pied à ma taille. Ah oui, autre chose, comme c'est une laine qui est très chargée,
comme vous pouvez le constater, entre les couleurs, le fil doré, le motif et tout. Pour ce projet-là, contrairement à celui-là, attendez, je vous la remontre, je n'ai pas fait les côtes 6-2. Hein. Ce coup-ci, à part les côtes de 2 qui sont en haut, après j'ai filé tout en jersey en droit, hein, tout droit, parce que je voulais pas en rajouter quoi. Donc, au niveau du pied, oui, j'ai un petit pied. Donc, une fois que le gousset a été terminé, à ce niveau-là, à ce niveau-ci, j'ai fait des diminutions supplémentaires pour passer à, que je vous dise pas de bêtises, tac, 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 passer à 48 mailles. C'est-à-dire que non seulement j'ai fait les diminutions du gousset pour rattraper sur le bas du pied le nombre de mailles qui sont donc sur le coup de pied, qui avait été laissé en attente le temps qu'on fasse le talon, etc. Mais en plus, j'ai fait des diminutions supplémentaires, donc à la fois sur la plante du pied et sur le coup de pied. Donc ça, si jamais vous faites le motif, enfin des côtes, etc., il faut bien faire les calculs, je pense, pour retomber sur ses pattes et ne pas perdre le motif qui court, enfin, qui donne l'impression de courir depuis le haut de la chaussette jusqu'à la pointe. J'espère que je sais pas si vous soit très très clair, je comprends, mais c'est pas. Vous me dites dans les commentaires si c'est un petit peu obscur ce que je raconte. Donc là, sur le pied, je me retrouve à 48 mailles, ce qui fait que la chaussette tient bien, elle me sert bien le pied. Et pour les diminutions, là vous verrez peut-être mieux parce que c'est foncé. Pour les diminutions, j'ai fait comme le haut d'un bonnet, hein, comme je l'avais évoqué pour la paire précédente. C'est pas ce qui est indiqué dans le patron, moi c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai diminué jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, je crois, sur les aiguilles. Et là j'ai rentré le fil et j'ai fait le tour avec le fil et j'ai tout rentré, donc vraiment comme le sommet d'un bonnet. Voilà, donc ça c'est les chaussettes de Noël. Vous voyez que j'ai encore 2 pelotes hein, pour me faire plaisir. Je vais pas me gêner, hein. Je vais pas en tricoter d'autres. Ma femme n'en veut pas. Donc les chaussettes tricotées, elle est pas convaincue du tout. Donc là, il y a juste la première paire que j'avais présentée dans mon précédent podcast qu'elle a portée au Québec. Mais sinon, elle est pas très frileuse, donc c'est pas la peine que je lui en tricote d'autres. Donc c'est moi qui vais m'y coller. Les autres chaussettes de Noël, je pense qu'elles seront aussi pour moi. J'assume hein, complètement. J'en suis ravie, elles sont top. C'est pas fini. Quand je vous dis que j'ai basculé, hein. J'ai une 3e paire de chaussettes finies, terminées à vous montrer. Donc le même patron, les mêmes modifications que sur mes chaussettes de Noël. Je pars sur 64 mailles en 3 mm. Je réduis à hauteur du mollet, je passe à 56 mailles. Et ensuite, je réduis, une fois que j'ai fait le gousset, donc vraiment sous le pied, je passe à 48 mailles. Donc, même tonneau, hein. Même punition. Voilà. Encore des chaussettes donc qui prennent bien, qui montent bien au mollet, qui glissent pas. Alors pareil, celles-ci je les ai emmenées au Québec, je les ai portées là-bas. Très confortable, très sympa. Alors la laine, cette fois-ci, c'est encore une autre qualité de laine hein, que j'avais envie d'essayer, de la laine à chaussettes, j'entends. C'est la Fabel de Drops. Alors, vous savez, Drops, c'est des numéros toujours. Donc, ils mettent coloris 912, mais je crois que c'est soft chocolate, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mes chaussettes au chocolat. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs. Je trouve ça vraiment très très sympa. Et je pense même pour un pull ou un bonnet, etc. Ça peut vraiment, ou même une écharpe, ça peut être très très sympa. Alors, c'est de la laine à chaussettes. C'est une composition qui est très proche de la Goumi 50 de Bergère de France. Mais je trouve qu'elle est un petit peu moins sèche que la Bergère de France. Après blocage, à portée, etc. Je la trouve moins sèche. Donc j'aurais tendance à préférer la Fabel, en sachant que pour l'instant, enfin je viens de les finir, je les ai portées peut-être 1 ou 2 fois chacune, donc j'ai pas de recul sur leur usure. Donc il faudrait voir évidemment à l'usage laquelle vieillit le mieux hein, en termes de frottement, etc. Donc écoutez, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le patron et sur les modifications que j'ai faites. Si c'était pas clair, ce qui est très probable au niveau de mes explications, c'est beaucoup plus clair dans mes explications écrites sur Ravelry, donc je vous invite à aller voir les fiches hein, si vous voulez des détails. Vraiment, j'explique toutes les étapes par rapport au patron.
Et voilà, ravie de ces chaussettes-là, de cette laine et de ce patron. Alors, je pense quand même qu'à un moment donné, je vais sortir de ma zone de ce qui est devenu ma zone de confort pour attaquer d'autres patrons. Mais pour l'instant, je suis très contente avec mes Vanilla Latte Socks. Voilà, donc la troisième paire de chaussettes terminée que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je vous propose de passer au projet en cours. Alors, pour les projets en cours, j'en ai trois à vous montrer. Parce que monoprojet, définitivement, c'est pas pour moi, je pense que vous l'aurez compris. Je vais commencer par une paire de chaussettes. Donc pour ceux qui viennent de subir la fin des objets finis, on change pas l'équipe qui gagne. Hein. Je vous rappelle que on reste du côté obscur. Ça s'arrange après, hein. J'ai d'autres trucs à vous montrer, mais voilà. Donc, j'ai commencé ce qui est aujourd'hui la quatrième paire de chaussettes que j'ai à vous présenter, qui est ma cinquième paire de chaussettes depuis le mois de septembre. Dans une laine, attendez, je vous dis pas de bêtises. Et mon cahier, il est là. Je vais changer de place. Donc on est à nouveau sur de la Bergère de France, de la Goumi 50, comme celle-ci. Voilà, qui était la première paire de chaussettes que je vous ai montré dans les objets finis. Donc celle-ci, d'ailleurs vous voyez la différence du coup entre je suis au mollet et je suis pas au mollet. Hein, voilà. Donc celle-ci c'était l'imprimé beige, celle-ci c'est l'imprimé rose. Et alors c'est vrai que moi ce coloris je l'adore parce qu'il y a du rouge, du prune assez soutenu, il y a évidemment comme le nom l'indique du rose, mais il y a aussi du gris et du taupe. Et je trouve que ces couleurs-là ensemble, elles fonctionnent super. Donc, il y a de fortes chances que j'achète un gros stock de cette laine pour faire un pull. Typiquement un pull ou un gilet. Voilà, donc vous êtes prévenus. ça arrivera. Je vous le vois parce que vraiment, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs de ce coloris Bergère de France. Donc, imprimé rose. Alors, donc ça, c'est la première chaussette que j'ai terminée dans l'avion. Vous voyez, j'ai pas encore rentré les fils. Et je suis en train de faire la deuxième. Alors, attendez, parce que... Ah! Donc, je suis en train de faire la deuxième. J'ai passé la diminution du mollet que j'avais évoqué justement dans les objets finis, hein, il y a 5 minutes. Donc, le montage, toujours élastique, l'alternative ou alternate Caston. Ensuite, on fait 13 cm. Et là, vous voyez bien normalement. Ouais. Là, j'ai fait mes 3 rangs, enfin mes 3 tours, qui me permettent de passer de 64 mailles à 56 mailles, qui sera le nombre de mailles sur lequel je vais rester jusqu'à la cheville. Voilà, donc ça suit son cours, hein, toujours le même patron, le Vanilla Latte Socks. On change pas d'équipe qui gagne. Donc je confirme hein, que la Goumi 50 elle est sèche à manipuler. C'est pas désagréable, hein, c'est pas rustique non plus. Hein, c'est pas comme si vous tricotiez de la paille, ça sèche pas les mains. Voilà, mais on sent qu'effectivement c'est pas de la mérino quoi. J'espère que ça veut dire qu'elle va durer dans le temps. Et alors moi ce coloris, mais je l'adore quoi. Je la trouve vraiment super jolie. Donc voilà, un projet en cours qui sera fini d'ici peu, hein, je pense, et qui sera à coup sûr dans les projets terminés du prochain podcast avec, je pense, une autre douzaine de paires de chaussettes. Ouais. Alors, le deuxième encours que je voulais vous présenter, c'est un encours qui était déjà là à l'épisode précédent. C'est mon snood en brioche. Alors, donc je vous le remontre. Alors, vous allez peut-être pas voir beaucoup de progression par rapport à la fois d'avant, parce que déjà, moi, je la vois pas trop. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous connaissez mon amour récent mais réel hein, pour la brioche. Vraiment
vraiment une technique dont je suis tombée mais complètement amoureuse, ou en amour, hein, comme disent nos amis québécois. Voilà. Moi, la brioche, ça me fait capoter. Et donc, j'ai repris le projet peu de temps avant notre départ. Ma femme s'est absentée en province pendant quelques jours. J'étais chez moi, désœuvrée, en train de regarder du Star Wars. Bon, et donc j'ai ressorti ce projet qui était resté dans son sac depuis le dernier podcast. En fait, j'y avais pas retouché. Et j'ai continué à tricoter la brioche. Alors, j'étais ravie parce que j'ai pas eu besoin de revisiter, entre guillemets, la vidéo qui explique la brioche en rond. C'est revenu tout de suite. Après 3 mois sans faire de brioche, c'est revenu instantanément. Et voilà, donc j'ai encore de quoi faire. Parce que je vais vraiment aller au bout de mes écheveaux. Donc c'est de la bien-aimée. C'est de la Merino Sport. C'est de la Sport. Vous avez le coloris Rust et le coloris Driftwood Graffiti. Voilà, qui font... alors je sais pas, hein, je vous laisse en juger, mais qui à mon sens font très beau ménage. Donc là vous avez l'endroit avec Driftwood Graffiti comme couleur principale. Et sur l'envers, c'est Rust, hein, qui est la star du show. Je ne sais pas quel côté je préfère. Tiens, on voit les deux là, c'est parfait. Je ne sais pas quelle face du snood je préfère. Je les aime bien toutes les deux. En fait, celle-ci est sans doute plus facile à porter de façon neutre, mais celle-ci, pour donner du peps à une tenue, je pense qu'elle est toute indiquée. Donc, voilà, lui, il a avancé de quelques centimètres. J'ai repris le tricot. Voilà, j'ai repris son tricot et j'espère que ce sera enfin un projet fini dans le prochain podcast qui aura lieu, je pense, vu mon rythme pour l'instant, je pense qu'on est sur du trimestriel. Donc, on en reparle dans 3 mois. Hein. Et on passe à mon 3e projet en cours qui prend le chemin d'un beau boulet et qui va être un peu galère à vous montrer et vous allez comprendre pourquoi c'est peut-être un boulet. C'est mon gilet, mon Lady Marple bleu électrique. Peut-être pas planter les aiguilles dedans, voilà. Donc c'est un projet que j'avais tout juste commencé la dernière fois qu'on s'est vu. J'avais simplement fait les côtes en bas. Donc vous voyez qu'il a bien avancé. Voilà, j'ai fait la séparation des manches. J'ai déjà fait un pan, donc le côté gauche. Et là, à un moment donné, enfin, je finisse le côté droit. Alors, je me suis piégée toute seule, en fait, sur ce projet. Je me croyais tellement maline quand j'ai commencé à tricoter. Parce que je me suis dit, je vais pas me prendre la tête à relever les mailles ensuite pour faire la bordure, ce qui est préconisé dans le patron de Nadia Crétin-Lechen, hein, du Lady Marple, parce que vous le savez sans doute, parce que je pense que nombre d'entre vous l'ont déjà tricoté, c'est un peu comme Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer, ce sont devenus des classiques, hein, on va dire. Donc je me croyais maline, je me suis dit, pas me prendre la tête à relever les mailles, c'est chiant, je vais tout tricoter d'une traite, pardon. Le corps et la bordure, ouais. Quand on arrive en haut, je retrouve Andros Salgat. Quand on arrive en haut et qu'on doit faire les diminutions pour l'encolure, ça marche plus. Du coup, je me retrouve avec ma bordure coincée en attente ici, le haut de l'encolure qui va venir là. Donc j'ai rabattu les mailles. Et il faut que la bordure, maintenant, les rattrape. Donc, je ne sais pas encore comment je vais négocier ça. Le virage, là. Ce qui va être en haut et qui va être cousu avec les éléments du dos. Le dos qui est là, hein, pour l'instant, auquel je n'ai pas retouché. C'est en attente sur une autre aiguille. Ouais. Il faut que je fasse la même de l'autre côté. Donc, en voulant tricoter la bordure en même temps que le corps, je me suis piégée toute seule. Du coup, je suis en galère avec je ne sais pas combien de mailles en attente sur différentes aiguilles et tout. Et ça m'a tellement saoulée que il est en hibernation, lui. Et il est en bonne passe de devenir un boulet. Ce qui est dommage parce que
je confirme ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. J'adore cette combinaison de laine. Alors pour rappel, je tricote 2 fils ensemble. Vous avez la Barisienne de Bergère de France, donc cette DK dans le coloris éthylène, et la Kit Silk de Drops dans le coloris cobalt. Ils font un très bon ménage ensemble. Le patron, il n'y a rien à dire. Il aurait juste fallu que je le suive à la lettre, hein, que je me galère pas à remonter les mailles comme tout le monde, mais non, je me croyais tellement maline. donc là, c'est complètement ma faute. Hein. Le patron n'est pas en cause, il est vraiment très très bien. Les laines ne sont pas en cause non plus. J'aime beaucoup ce que je peux juger du rendu pour l'instant. C'est juste qu'il va falloir que je trouve une astuce en arrivant ici. Et que je rectifie le tir. Donc malheureusement pour l'instant lui il est au dodo parce qu'il m'énerve. En fait c'est contre moi que je suis énervée, hein, bien sûr. Vous connaissez ça aussi, hein, je pense qu'on a tous. C'est-à-dire que j'ai du mal à adapter un patron. Et quand j'adapte un patron, quand je prends ce risque, entre guillemets, il vaut mieux que ça se passe bien, sinon après je m'en veux, oh, j'aurais dû suivre à la lettre, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on tricote, on a aussi envie de s'émanciper. Et se planter quand on a essayé de s'émanciper, retour à la case départ, c'est pas agréable, quoi. Mais c'est pas grave, hein, je vais finir par prendre mon courage à deux mains et finir ce projet. Alors, donc du coup, mon Lady Marple électrique, pour l'instant, il est un petit peu au dodo. parce que ça m'énerve, quoi. Tout simplement. Et on en a fini du coup avec les projets en cours. Vous voyez, c'est allé assez vite parce que finalement j'ai beaucoup de projets finis à vous montrer. Les chaussettes, c'est le même patron, c'est les mêmes modifications, les mêmes altérations que j'avais mentionnées, donc ça, je vais pas y passer la journée. Et, et le Snood, c'est de la brioche, mais il a pas beaucoup avancé. Et lui, c'est le Titanic. Donc je vous propose de passer à la partie achat et projet à venir. Alors pour les projets à venir, il y aura des chaussettes, évidemment. Alors j'ai acheté de la laine à chaussettes. Quand j'ai repassé une commande Bergère de France, j'ai repris de la Gumi 50. Donc il y a l'imprimé rose que je suis en train de tricoter. Et il y a aussi cette imprimé prune qui aura à peu près le même rendu, que je trouve aussi très très sympa. Plus sombre, mais je trouve que le rouge, le noir, le gris, ça reste extrêmement féminin. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc écoutez, prochaine paire de chaussettes, ce sera ça. Mais rassurez-vous, hein, d'ici prochain podcast, ce sera directement un projet fini, hein, au rythme où j'y vais. J'avais déjà spoilé, mais évidemment, j'ai encore 2 grosses pelotes de Woolbutt Christmas Wonderland. Voilà, pour faire des chaussettes bien ringardes comme je les aime, hein, à l'évidence. Donc ça, c'est... Je peux t'en garder une pelote pour l'année prochaine. Oh, l'esprit de Noël, c'est à l'année, hein, c'est quand on veut. Hein. On verra. Et pour tricoter mes chaussettes, je me suis dit, je vais essayer de tricoter debout dans les transports. Parce qu'en ce moment, dans les transports, en tout cas cet automne, début d'hiver, c'était bien galère. Et j'étais pas toujours assise pour tricoter. Donc j'ai investi là-dedans. Voilà. Je vous montre. Donc en fait, on est censé le porter autour du bras, comme ça. Comme ça. Et puis il y a le fil qui dépasse. Et on tricote. Alors avec un pull, ça marche pas. Mais par contre, pour les chaussettes, j'ai essayé. Écoutez, pour tricoter debout sur le quai, c'est très bien. Si je suis assise, c'est un petit sac qui prend pas de place, je peux mettre comme ça, je ne dérange personne, je tricote dans le RER à ma place. Donc un très bon investissement. J'ai trouvé ça sur Amazon, je crois. J'ai pris la petite taille parce que par contre tricoter des pulls debout, hein, ça c'est pas la peine. Mais pour les chaussettes, écoutez. Ça, c'est très bien. Vous avez une poche extérieure. Si vous voulez faire passer le fil, pas qu'il s'en mêle 2 fils, vous pouvez. Donc, si vous faites du jacquard avec 2 fils, ça peut être très sympa. Ou si vous faites des chaussettes à 2 couleurs, par exemple,
que vous avez une couleur contrastante pour les côtes, le talon et la pointe du pied, bah vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en sers pas. Vous avez les mêmes de l'autre côté, vous en avez 4. Moi, je m'en sers pas parce que mes chaussettes, je les tricote pas que à l'extérieur. Donc, il faut que je puisse sortir la pelote du sac. Donc, faut pas que le fil soit coincé là-dedans. Mais vous, si c'est votre truc, il n'y a pas de souci. Vous avez des poches à l'intérieur aussi. Ah, attendez, je vais essayer de retourner le truc un petit peu. Ouais. Vous avez aussi 2 poches internes. Très pratiques. Elles sont profondes, donc pour mettre du petit matériel de couture, de tricot, etc., ça rentre sans problème, ça ne tombera pas. Voilà. Donc mon petit sac à projet juste pour les chaussettes, debout, dans les transports. C'est quand même très ciblé, hein. Heureusement, je ne me suis pas ruinée pour un usage aussi particulier. En même temps, vu le nombre de chaussettes que je tricote, bah, il est vite amorti le truc, hein. Donc voilà. Ça, c'est les achats. Comme vous pouvez le constater, j'en ai pas fait beaucoup. Mais bon, là je vous renvoie vers la vidéo le, sur le butin laineux de mes 40 ans. Au niveau des achats cette année, c'était quand même un peu du grand n'importe quoi, donc j'ai pas besoin d'acheter grand chose d'autre. Et puisque j'évoque les chaussettes, j'ai aussi tous ces restes de laine là, des précédentes. Bah, il va falloir que je m'en serve quand même. On peut pas faire grand chose d'autre que des chaussettes avec cette laine parce que, comme je le disais, elle est assez sèche. Donc, je pense que je vais me faire des chaussettes pudding. Des chaussettes de reste. Hein. Elles seront sans doute très très moches parce que, alors, sauf si j'arrive à harmoniser un peu les couleurs, par exemple, ces deux-là, peut-être qu'ils vont. Attendez, si je m'en sors pas. C'est. Ça va un peu ensemble. Vanille, chocolat, machin. Bon, je veux bien. Excusez-moi. Ça, c'est impossible de coupler ça avec quoi que ce soit de façon harmonieuse. Donc, je pense que mes chaussettes pudding, ça va vraiment être les chaussettes. Tu finis les restes parce que t'aimes pas gâcher et pour traîner à la maison. Hein, voilà, mais je vous les montrerai quand même. Hein, si elles seront certainement affreuses, je vous les montrerai quand même, bien sûr. Il n'y a pas de raison, on partage tout. Et alors, je sais pas si je vais le commencer tout de suite, mais le projet qui me fait très 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 envie en ce moment, c'est un gilet de Marie-Amélie Designs, le gilet Sirva. J'insérerai une photo, même si je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, l'ont déjà vu ou même déjà tricoté. Et j'ai très envie de me le faire dans... Ah là, vous êtes là. Donc cette laine de The Uncommon Thread, leur poche fingering, donc avec une qualité toute naze, puisque c'est du Blue Faced Leicester, donc du BFL, 20% soie et 10% cachemire. Donc ça c'est le coloris Zitouni, c'est une laine que j'ai déjà présentée plusieurs fois sur cette chaîne, que j'ai acheté justement à l'occasion de mes 40 ans. Ça fait partie du butin de guerre de 40 ans. Donc on l'avait acheté à Édimbourg au festival de la laine au mois de mars. Et j'ai très très envie de me faire le Sirva de Marie-Amélie avec cette laine. Je pense que ça va être un très très beau gilet. Là, je vais suivre le patron à la lettre, je vais pas me prendre la tête. Hein. On va pas la jouer à l'aventure, c'est l'aventure, comme avec le Lady Marple. Surtout que j'ai jamais tricoté de patron de Marie-Amélie et qu'ils ont l'air assez techniques. Donc là, faut pas que je rate la virgule, hein. Je vais vraiment tricoter comme elle indique dans le patron. Mais je pense que dans cette laine, ça peut être un très très joli projet. Et j'avoue qu'en ce moment, c'est celui auquel je pense le plus. Alors, c'est pas une garantie que c'est celui qui va finir sur mes aiguilles le premier, mais ouais, celui-là, il me fait de l'œil. Voilà. Et puis pour d'autres projets, j'ose pas trop m'avancer parce que comme vous avez pu le constater, et on est nombreux hein, dans ce cas-là, je change d'avis comme de chemise, comme de pull. Donc je sais pas ce qui va atterrir sur mes aiguilles. Ce sera vraiment en fonction de l'humeur, de la disponibilité, de l'envie de couleur du moment, parce que je marche beaucoup à l'envie de couleur aussi. Donc voilà, j'ose pas trop me mouiller sur le sujet. Et pour le tricot, bah écoutez, j'en ai terminé. Et pour les courageux ou ceux qui sont comme moi obsédés par Star Wars, je vous propose qu'on passe à la section lubie du moment. Je vous retrouve tout de suite avec notre ami le porg de Noël.
Donc on va parler Star Wars, on va parler côté obscur, on va parler obsession, on va parler sabre laser. Alors il faut savoir que moi donc je suis née en 1978 et ma première expérience avec Star Wars remonte à 1983. Donc j'avais 5 ans et mon père m'a emmené voir Le Retour du Jedi quand il est sorti au cinéma. Et c'est vraiment un film qui a eu une grosse influence sur moi parce que j'étais très jeune et qui a largement contribué à formater mon imaginaire et les lignes narratives, les structures de récit que j'aime. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse de Dark Vador, en quelque sorte, une espèce de grande figure très très sombre, mais qui se rachète à la fin par amour. J'ai eu très très peur de Jabba. Jabba the Hutt, grosse limace, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Pareil, vous avez donc le trou dans le sable, hein, l'espèce de créature dans laquelle Jabba veut jeter Han, Chewie et puis Luke en sacrifice. Finalement, c'est Boba Fett qui finit dans la gueule du monstre, etc. Donc voilà, tout ça, ça m'a marqué. Vraiment profondément marqué. Bon, faut savoir aussi que j'avais les jouets, donc ils sont vintage aujourd'hui, hein, mais j'avais les jouets Star Wars, les petites figurines de Jedi, les robots. J'étais allée voir les films des Ewoks qui sont sortis dans les années qui ont suivi. Donc vraiment Star Wars, voilà, je suis tombée dedans toute petite et j'en suis jamais vraiment sortie. Et puis, quelques années après, je me souviens qu'ils avaient sorti au moment de Noël, hein, bien sûr, un coffret avec les cassettes vidéo, les VHS à l'époque. J'avais même pas 10 ans, je pense. Avec ce qui est devenu l'épisode 4, 5 et 6. Mais au départ, c'était La Guerre des Étoiles, le premier épisode. C'était pas censé avoir... Même si George Lucas avait déjà prévu d'écrire 9 épisodes. 9 films. Évidemment, quand il a sorti La Guerre des Étoiles, il n'était pas du tout sûr que ça allait marcher et c'était censé être un one-shot. Et donc ensuite, l'Empire contre-attaque est sorti et pour finir, donc Le Retour du Jedi, donc le premier que j'ai vu au cinéma donc, quand j'étais toute petite. Et ça a été réétiqueté un peu plus tard, donc épisode 4, 5 et 6. Au départ, c'était pas le cas. Et donc, moi, le premier film que j'ai vu, c'était Le Retour du Jedi. Et j'ai découvert La Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque plusieurs années après, quand ils sont passés à la télé. Et ensuite, quand on m'a offert le coffret avec donc, les trois VHS que j'ai vus. Écoutez, je crois que j'ai vu chacun de ces films au moins 150 fois. Si c'est pas plus. L'Empire contre-attaque, encore plus que les autres. Donc, comme beaucoup de fans de Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque, l'épisode 5, que je préfère, de très loin, parce qu'il est sombre, parce que d'un point de vue narratif, c'est le plus abouti, parce que c'est celui qui fait monter les enjeux pour les personnages, pas pour la résistance, la galaxie, machin, mais pour les personnages, c'est celui qui fait vraiment monter les enjeux d'un cran. C'est celui où on a le plus de développement des personnages. Et moi, typiquement, y compris dans mes lectures, c'est l'aspect psychologique que je préfère. J'aime un bon livre où il y a beaucoup de péripéties, mais au final, les histoires que je vais retenir, celles où je vais m'investir le plus émotionnellement, ce sont les histoires où l'écriture des personnages et l'évolution des personnages sont les plus abouties. Et donc l'Empire contre-attaque remplit parfaitement le contrat. Sur les 3 films de la trilogie d'origine, c'est vraiment celui où ces aspects-là sont les plus développés. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est le film préféré de la plupart des fans. Et donc à partir de mon enfance, à partir du moment où j'ai eu les 3 films à disposition, avec mon coffret VHS, j'ai eu des phases, régulièrement des phases, qui étaient espacées de plusieurs années. Hein, c'était complètement aléatoire, hein, c'est pas quelque chose de vraiment cyclique, mais j'ai eu des phases où d'un seul coup, je ressortais le coffret des cassettes et je me rematais les films les uns après les autres, des dizaines de fois. Ma mère devenait folle, elle disait mais elle est cinglée cette gosse. Ça va pas. Qu'est-ce que tu retires encore de ces films que tu connais par cœur? Et en fait, je pense que une des raisons pour lesquelles je m'en suis jamais lassée et une des raisons pour lesquelles
on est si nombreux sur la planète à aimer cette franchise, c'est que vous avez toujours dans Star Wars plusieurs niveaux de lecture. Vous avez le niveau basique, un film, du space opéra, il y a des duels au sabre laser, il y a des batailles spatiales, où ça piou 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 piou, ça tire de tous les côtés avec les X-Wing, les TIE Fighters, etc. Où on explose des grosses étoiles de la mort, etc. Et puis, vous avez le niveau intime, donc des personnages, l'évolution entre les personnages. Vous avez la lecture au niveau des archétypes, vous avez la lecture au niveau des mythes, vous avez tout ce qu'on appelle le subtexte, qui est en fait ce que l'histoire raconte sans pouvoir vraiment le dire. Donc voilà, tout ce qui fait vraiment la richesse de l'histoire, mais qui n'apparaît pas dans les dialogues, qui n'est jamais dit ouvertement. Donc vous avez toutes ces couches, tous ces niveaux de lecture différents qui sont tous liés les uns aux autres, qui offrent des expériences très différentes, et c'est ce qui fait que la façon dont on vit Star Wars évolue avec nous, grandit avec nous. Quand j'étais petite, évidemment, j'étais au premier degré, mais plus on avance en âge et plus on a de visionnage des films, plus on décrypte de choses dans les différentes couches, plus on monte en complexité en fait. Et George Lucas, quand il a commencé Star Wars, a toujours dit que Star Wars était un conte de fées. Il y a des éléments de western, il y a des éléments de films de samouraï, évidemment. George Lucas, comme beaucoup de cinéastes de sa génération, a été très 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 fortement inspiré et marqué par le cinéma de Kurosawa, bien sûr. Donc il y a tous ces éléments-là. Il y a évidemment l'influence de Joseph Campbell, donc avec L'homme aux mille visages, et puis cette déconstruction de la trajectoire du héros. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui font que je retrouvais dans Star Wars ce que je pouvais expérimenter, ce que je pouvais vivre à la lecture des romans de chevalerie, des romans courtois, chrétiens de Troie, etc. Donc de tous ces éléments aussi qui m'ont fait tomber amoureuse du Moyen-Âge. J'ai fait une vidéo à part en anglais sur ces livres qui m'ont fait tomber amoureuse du Moyen-Âge. Vous avez aussi tout ce qui est contes de fées. Il y a des liens avec Tolkien au niveau de la narration. Il y a énormément de choses dans Star Wars qui font que j'aime Star Wars. On pourrait passer la journée, mais c'est pas tout à fait le but de cette section dans la vidéo. Et ensuite, la prélogie est sortie, donc les épisodes 1, 2, 3, que j'ai trouvé très mauvais. Non, je m'excuse, hein. On n'attendait pas forcément de voir comment Anakin Skywalker était devenu Dark Vador. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie d'explorer. J'étais très satisfaite des informations qu'on nous avait données dans la trilogie originelle. Je trouve que le choix des acteurs, de l'acteur notamment, qui faisait Anakin Skywalker, n'était pas très judicieux. Il aurait fallu quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, je crois, de beaucoup plus solide. Même si les acteurs ont fait ce qu'ils ont pu avec les dialogues de George Lucas. Hein. George Lucas n'est pas quelqu'un de... Il n'est pas bon pour diriger les acteurs, il l'a reconnu lui-même. Et les dialogues étaient mauvais dans la prélogie. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'Empire contre-attaque était un si bon film, c'est parce que George Lucas ne l'a pas réalisé et n'a pas écrit le script. Il y a contribué, bien sûr, puisque c'est son histoire, mais c'est pas vraiment lui qui a écrit le script. Et ça se sent dans le film. La direction d'acteur est nettement supérieure. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est je pense, un des meilleurs films, voire le meilleur film de toute la franchise. Donc la prélogie, j'ai trouvé que l'exécution était vraiment pas à la hauteur de l'ambition du projet. Vous avez un panel d'acteurs qui ont largement fait leurs preuves par ailleurs. Nathalie Portman, Ewan McGregor, Samuel Jackson, comment il s'appelle, j'aime beaucoup là, même s'il s'enfermait dans des films un petit peu... Liam Neeson, voilà, qui sont enfin, je pense qu'il peut donner beaucoup plus, mais voilà. Voilà, donc vous avez quand même une palanquée de très bons acteurs, mais qui sont mal dirigés dans une histoire qui aurait pu être écrite autrement. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire. Et donc du coup, moi j'avais été assez déçue par la prélogie. Il y avait de très bonnes choses dans La Revanche des Sith, donc l'épisode 3, mais qui était noyé dans
dans du too much, quoi. Il y avait des choses dont on aurait pu se passer. Et je pense que typiquement, pour le moment où Anakin bascule, il aurait fallu en faire moins. Je pense qu'il aurait fallu vraiment une approche minimaliste et intense, intime, pour rendre justice à ce moment crucial dans l'histoire de la famille Skywalker, mais plus largement dans l'histoire de la galaxie, hein, puisque l'équilibre de la galaxie, l'équilibre de la Force sont liés aux destinées des Skywalker. Ce qui m'amène directement à la suite, c'est-à-dire aux épisodes 7, 8, 9. Au départ, je ne pensais pas aller les voir. C'est-à-dire que j'avais été tellement déçue par la prélogie. Apparemment, il y a un de mes voisins qui a mis de la musique. Donc si vous entendez du tempo, c'est les voisins. Donc j'avais été tellement déçue par la prélogie que la suite, alors surtout après le rachat par Disney en 2012, je dis non, c'est bon, je veux rien avoir à faire avec ça. En plus, donc du coup, moi je m'étais beaucoup investie aussi dans l'univers étendu. J'ai lu des dizaines et des dizaines de romans rattachée à l'univers étendu de Star Wars. Je m'étais énormément attachée à la trilogie du Jedi Fu, donc à la suite, ce qui aurait dû devenir les épisodes 7, 8, 9 à la base, qui avait été écrit par Timothy Zahn. J'aimais beaucoup le personnage de Mara Jade, qui, de main de l'empereur de Palpatine, devient la conjointe de Luke. Je m'étais beaucoup attachée aussi à la famille que Han et Leia avaient construite avec les jumeaux, etc. Donc je me voyais pas m'investir émotionnellement dans une suite alternative parce que justement je m'étais beaucoup attachée à l'univers étendu. Et le fait que Disney balaye tout ça d'un coup de main en disant non, maintenant vous oubliez l'univers étendu, on va construire autre chose avec des légendes, avec... Je me disais, mais ils se foutent de nous, en fait, on est des fans, on est investis depuis des décennies, vous pouvez pas disposer de Star Wars comme si on n'était pas là. Et j'avais tort. J'avais tort, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je pensais pas m'intéresser à la suite un jour. Quand les épisodes 7 et 8 sont sortis au cinéma, je n'y suis pas allée, j'ai fait un point d'honneur à pas y aller. Et par contre, Rogue One m'intriguait parce que Rogue One ne remettait pas en cause l'univers étendu tel que moi je l'avais connu avant la vente de Lucasfilm à Disney. Parce que Rogue One remplissait un vide entre l'épisode 3 et l'épisode 4. En l'occurrence, ça se passe quelques heures ou quelques jours avant le début de la guerre des étoiles, de l'épisode 4. Et puis j'ai eu la bande-annonce, ça avait l'air bien dark, bien... J'avais dit à ma femme, écoute, celui-là, ouais, pourquoi pas. Donc on l'a loué, on l'a regardé à la maison. On a beaucoup aimé Rogue One. En plus, le personnage principal, c'est Felicity Jones qui l'interprète. C'est une actrice que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découverte dans une adaptation de Northanger Abbey, donc de Jane Austen. Et puis, le personnage de son père est interprété par Mads Mikkelsen. Alors, je ne peux pas vous dire à quel point j'aime ce mec. Cet acteur, il est vraiment génial. Il pourrait s'installer, lire Le Bottin, je serais là en amour. Donc voilà, c'était des arguments supplémentaires pour regarder Rogue One. Et j'ai beaucoup aimé Rogue One. Et puis, l'épisode 7, l'épisode 8, je me disais, je vais quand même aller voir des vidéos pour me spoiler. Hein. À ce stade, j'avais toujours pas envie de voir les films. Je suis allée sur le site je vais aller regarder ce que Captain Popcorn, Sylvain, en disait. Je suis allée regarder ce que les garçons du grenier, de joueurs du grenier, en disaient, etc. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. Voilà, donc ça, c'est mon côté geek. Ce sont des chaînes auxquelles je suis abonnée et je suis ce que font les garçons. Je suis allée regarder. Et dans ce qu'ils ont dit, dans les spoilers, parce que complètement spoilé, hein, il y a des choses qui m'ont intriguée. Il y a des choses qui m'ont énormément intriguée. Je me suis dit, Disney, ils sont vraiment allés dans cette direction-là. Maintenant, j'ai envie de voir ces films. Maintenant, j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait parce qu'il y avait des prises de risques que je trouverais énormes, qui m'intriguaient énormément et qui, si on prend en considération l'intégralité de Star Wars, notamment les lectures au niveau des archétypes, au niveau de la mythologie, au niveau de la trajectoire du héros, au niveau justement de ces différents niveaux de lecture que j'évoquais tout à l'heure, là, on pouvait partir sur des choses très intéressantes. Et Disney, c'est quand même les rois du storytelling et des contes de fées. Je me suis dit, si part dans cette direction-là, ouais, peut-être bien que je vais finalement revenir dans le giron de Star Wars parce qu'il y avait des choses intéressantes.
Et donc, j'ai acheté l'épisode 7 et l'épisode 8. Je les ai regardés. Et j'ai été mais, sidérée. Donc ça s'est passé au printemps dernier. Pardon, ça s'est passé à l'automne dernier. J'ai été mais complètement estomaquée du culot de Disney, notamment dans l'épisode 8. Je me suis dit, non mais là, ils ont... Mais c'est génial, j'attendais rien de ces films et ils m'ont tellement surprise. Et ils ont surtout utilisé des lignes narratives et des archétypes dont je suis particulièrement friande. Je pense notamment à l'histoire d'amour entre le méchant et la gentille. Moi, c'est un truc qui me fait toujours craquer. Le fantôme de l'opéra, Notre-Dame de Paris, cette relation entre Frollo et Esmeralda, qui est très toxique, hein, ça je reviens pas dessus. Moi, c'est typiquement le genre de truc où je craque. Faut que ce soit bien fait. Je vous parle pas de Twilight et de 50 Shades of Grey, tout ça, c'est très très mauvais, c'est très mal fait, c'est toxique. Je vous parle du méchant et de la gentille qui tombent amoureux. Et c'est ce qui offre au méchant sa chance de rédemption. Et je pense qu'avec, vous voyez venir si vous avez vu les épisodes 7 et 8, je pense qu'avec Rey et Kylo Ren, on est typiquement dans ce genre de narration. On est complètement là-dedans. Et je suis persuadée que depuis le tout début, on est sur une réinterprétation de La Belle et la Bête. Voilà, je pense que Disney est en train de nous faire La Belle et la Bête dans Star Wars. Et j'en attendais pas tant. Je pensais pas qu'il le ferait. Et je pense que si vraiment les épisodes 7, 8, 9 sont censés boucler tout le cycle, toute la saga Skywalker, ça a du sens. Parce que c'est par amour que Anakin a sombré. C'est pour sauver Padmé qu'il a embrassé le côté obscur. Et il a tellement bien embrassé le côté obscur qu'à un moment donné, il a perdu de vue son amour pour Padmé, qui était un amour assez toxique, assez possessif. Et c'est pas déconnant qu'à un moment donné, il ait choisi le pouvoir. Il ait préféré le pouvoir du côté obscur à son amour pour Padmé, parce qu'il aimait Padmé, mais d'une façon très possessive, très toxique. Et à un moment donné, elle est passée au second plan, et c'est là qu'il l'a trahi et qu'il a basculé. Si vous avez vu l'épisode 3, vous savez très bien de quoi je vous parlais. Et je pense que la relation entre Rey et Kylo Ren est l'inverse et le miroir complet de la relation que Anakin et Padmé avaient, en fait. Donc je suis si vous connaissez un petit peu Tumblr, etc., je suis une rélo pur jus. Hein. Alors de date récente, hein, je viens seulement de monter dans le wagon. Mais oui, je pense qu'on est sur La Belle et la Bête. Et je pense que Rey va offrir une possibilité de rédemption à Kylo Ren. Ils n'en sont pas encore là, mais c'est normal. Toutes les rédemptions passent par... toutes les étapes sont là. C'est-à-dire, depuis l'épisode 7, toutes les étapes sont là pour une version de La Belle et la Bête, pour revisiter le mythe d'Hadès et Perséphone, également, pour utiliser les archétypes de l'usurpateur et de la reine-mère. Donc ça, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous mettre en dessous les Tumblr où les filles, c'est souvent des filles, hein, les fans de ce couple entre Kylo Ren et Rey. Donc voilà, je vous mettrai les Tumblr en barre d'infos. Mais voilà, moi je suis persuadée que Kylo Ren va connaître une rédemption, qu'il va survivre et qu'il va avoir sa fin heureuse avec Rey. Je pense vraiment que ça va arriver, qu'on est sur, encore une fois, une version Star Wars de La Belle et la Bête. Et ça a du sens parce que ce qui a perdu Anakin, et ce qui a foutu la merde, hein, excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression, dans la galaxie, et qui a complètement déséquilibré la force à laquelle Anakin était censé, selon la prophétie, apporter un équilibre. Si vous vous souvenez bien, de l'épisode 1 notamment. Ou de ce que Obi-Wan lui dit après leur duel dans La Revanche des Sith. Mais Anakin a déconné à cause de son amour, de son attachement maladif pour Padmé et de son amour du pouvoir. Donc c'est l'amour romantique, l'amour de couple qui a perdu Anakin. C'est l'amour filial, l'amour familial à travers Luke qui le sauve dans l'épisode 6, dans le retour du Jedi. Et je pense que ça a du sens, que ce soit l'amour romantique, l'amour d'un couple qui sauve les Skywalker. Je vous rappelle que Kylo Ren est le dernier Skywalker en âge d'avoir des enfants. Hein. Et c'est l'amour de Rey, et son amour pour Rey notamment, qui va le ramener du côté lumineux de la force. Ça a du sens. Et là, on aurait bouclé la boucle, même karmiquement, on aurait rattrapé la faute, entre guillemets, d'Anakin.
Et puis, il n'y a qu'à travers Kylo Ren, encore une fois, qu'on peut perpétuer la saga des Skywalker. Même si l'univers étendu maintenant va s'éloigner des Skywalker, ce qui est une très bonne chose. Et c'est bien que dans l'épisode 8, on nous montre justement des utilisateurs de la Force qui ne sont pas des Skywalker. Parce qu'Anakin, il vient de débarquer à l'échelle de l'histoire de la galaxie. Il y a eu des milliers et des milliers et des milliers d'utilisateurs de la Force, que ce soit des Sith, des Jedi, quelque chose les Mandaloriens, quelque chose entre les deux, voilà, avant que Anakin vienne. Donc la Force n'est pas forcément liée uniquement au Skywalker, mais c'est au dernier Skywalker qu'il incombe de ramener l'équilibre dans la Force. Et cet équilibre ne peut se faire que s'il est avec Rey, avec son autre moitié, son âme sœur. Et ce sont vraiment deux âmes sœurs. Donc à tous les niveaux, en fait, il s'équilibre. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait cette lecture en particulier qui fait que j'ai replongé après 12 années où j'étais à peu près tranquille, j'avais ma dose de Star Wars, j'ai replongé dans une phase de Star Wars qui est sans doute la plus intense que j'ai eue depuis très 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 longtemps. Et j'aime beaucoup ce que Disney fait avec Star Wars. Alors c'est pas du tout une opinion populaire. L'épisode 8 a provoqué une grosse scission au sein des fans. Il y a des fans qui ont détesté cette nouvelle approche de Star Wars, qui ont détesté la destinée de Han dans l'épisode 7 et la destinée de Luke dans l'épisode 8. Mais je trouve que le traitement de Luke dans l'épisode 8 est parfait. C'est exactement... c'est logique ce qui arrive à ce personnage. Jusqu'à la fin, c'est complètement logique ce qui arrive à ce personnage. Alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, comme Carrie Fisher est décédée, malheureusement, l'épisode 9 devait être son épisode à elle. Et je pense Leia aurait largement contribué à ramener son fils Ben Solo et Kylo Ren du côté lumineux. Bon, du coup, ça ne se produira pas comme ça, malheureusement. Donc, c'est pas grave, Rey est encore là, donc voilà, le travail de rédemption, le travail de pénitence de Kylo Ren va se faire. Du coup, ils ont dû réécrire, je pense, certaines parties du script suite au décès de Carrie Fisher. Mais oui, voilà, moi je sais pas, est-ce que vous êtes aussi fan de Star Wars que moi? Est-ce que vous avez aimé les épisodes 7 et 8? Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai grillé tout de suite. Alors ça c'est un truc, c'est comme toutes les autres fans de ce couple Kylo Ren et Rey. Dès le moment dans l'épisode 7 où on voit qu'il est obsédé par elle, il n'y a pas d'autre mot, il l'enlève, etc. Avant même de la rencontrer déjà, il y a un truc, puis ils sont liés par la force, ils sont liés par tellement de choses. Leurs destins sont liés dès le départ en fait. Dès qu'il l'assomme dans la forêt et qu'il l'emmène, il la porte comme une mariée jusqu'à son vaisseau en plein milieu d'un champ de bataille, c'est quand même pas le truc le plus pragmatique du monde. On se dit, les mecs ils tirent de partout, il y a la résistance qui est arrivée, tu veux plutôt garder tes mains libres pour utiliser la force, pour avoir ton sabre laser et tout, là pas du tout, il la porte comme une mariée. Vous avez cette musique, cette envolée, cet hommage à la partition de Roméo et Juliette par Tchaïkovski, qui est complètement voulu par John Williams. Voilà, il n'y a pas de hasard, tout a été calculé au millimètre, tout est voulu dans le produit fini, dans le film qu'on nous a donné. Donc dès le départ, je dis ok, on est parti sur La Belle et la Bête. Direct, c'était grillé. Alors, je l'ai peut-être vu tout de suite aussi parce que ce sont des ressorts narratifs auxquelles je suis particulièrement sensible. Dans la littérature, ce sont des choses que je vais rechercher, aussi bien dans la littérature classique que dans la littérature plus contemporaine. Et je pense que les autres nanas, les autres rélos qui l'ont grillé tout de suite, alors il y en a certaines qui viennent du cinéma, il y en a d'autres qui viennent de la littérature, c'est plus mon profil, ou de l'histoire, etc., la mythologie, on l'a grillé tout de suite. Et donc voilà, je persiste et je signe. Je pense que cette relation romantique entre Kylo Ren et Rey est la clé de la nouvelle trilogie. C'est la clé qui va boucler la boucle depuis l'épisode 1
et je pense qu'ils vont avoir leur fin heureuse. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants qui couraient partout sur le Faucon Millenium avec les porgs. Voilà, donc je vois qu'on est déjà à 24 minutes, je vais m'arrêter là hein, parce que si c'est un sujet qui vous intéresse à ce moment-là, je pourrais revenir plus en détail. Si vous le souhaitez, mettez-moi des commentaires ou envoyez-moi des mails, faites ce que vous voulez, pour me dire que ça vous intéresse. À ce moment-là, je ferai une vidéo dédiée où je reprendrai ces éléments, où j'en parlerai un petit peu plus en détail. Alors voilà, les grandes lignes. La nouvelle trilogie. Oui, oui, j'ai lu les novelisations aussi, hein, bien sûr, qui donnent des éléments supplémentaires, mais les films se suffisent à eux-mêmes hein, pour vraiment déconstruire tout ce que j'ai évoqué rapidement. Là. Je ne fais que balayer le sujet. Ce sont ce sont vraiment des questions sur lesquelles on peut rester très longtemps, avec la mythologie, les archétypes, le théâtre, la littérature, de la chanson de geste du Moyen-Âge jusqu'à la littérature contemporaine, la psychologie. Hein, il y a énormément d'éléments freudiens et qu'on peut tirer de Jung aussi pour décortiquer, analyser Star Wars en règle générale et la nouvelle trilogie en particulier. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez creusé en tricotant entre deux chaussettes, entre deux gilets, écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part et moi je serais ravie de pouvoir étendre la conversation soit par le biais d'une vidéo, soit sur mon blog. Enfin voilà, c'est comme vous avez pu le constater, je suis obsédée, hein, donc ce sera bien évidemment avec plaisir. Et si vous êtes toujours là, eh bien écoutez, félicitations. Et je vais vous laisser là et attaquer le montage de cette vidéo parce que là je crois que je vais avoir du boulot et je vous dis à la prochaine pour du Star Wars, pour du tricot Star Wars, hein, on n'est pas à l'abri d'un pull en jacquard avec un BB-8. Pourquoi pas, soyons fous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, écoutez, merci d'être là et je vous dis à la prochaine. À bientôt.